Comment repenser le sens dans un monde aujourd'hui à contresens que certains considèrent brutal? Le sens de notre vie, c'est à nous de le trouver. Il est unique pour chacun d'entre nous. Quel sens aussi va être donné dans ce changement futur de civilisation? La guerre en Ukraine et ensuite la guerre à Gaza qui ont fait deux grands chocs, et Donald Trump, évidemment. Il ne faut pas être plus inquiet que la moyenne. Les gens vont perdre leur emploi et des milliers d'autres qui vont en trouver. Parfois plus optimiste pour le Maroc que certains de mes amis marocains. Aujourd'hui, le savoir se retrouve à la portée de beaucoup plus de gens qu'avant. C'est l'accès qui est simple et facile, ou c'est au contraire le véritable enjeu? C'est la compréhension du savoir. C'est pour ça que je dis que les profs de demain, les bons profs en tout cas, seront des coachs qui vont coacher les élèves. Le savoir et l'argent, est-ce qu'il y aura toujours la place pour les valeurs? Je ne crois pas à l'avenir de la laïcité parce que le monde a besoin de sens, le monde a besoin de valeurs. Bienvenue dans votre émission de débat dédiée à donner du sens au sens, en l'occurrence 7e sens. Et bienvenue à Jean Stone qui a eu l'amabilité d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes philosophe des sciences, directeur du Centre Sciences et Quête de Sens, et également auteur de nombreux ouvrages de synthèse dont on en reparlera par rapport à votre dernier opus, entre autres. Jean Stone, on va revenir effectivement parce qu'on est à quelques jours de la 3e édition du colloque international qui va se dérouler à Mengré, à l'UM6P, campus universitaire, autour des enjeux sciences et quête de sens. Mais avant cela, sur cette question de fond, parfois sous forme de lame de fond, comment repenser le sens dans un monde aujourd'hui à contresens que certains considèrent brutal? Alors, déjà, il faut s'entendre sur le mot sens. Il y a deux sens différents, c'est le cas de dire au mot sens. Moi, mon best-seller principal s'appelle Notre existence a-t-elle un sens? Et j'insiste toujours sur le fait que c'est pas notre vie a-t-elle un sens, parce que le sens de notre vie, c'est à nous de le trouver. Il est unique pour chacun d'entre nous. Ça peut être le sens de notre passion, notre amour du travail, de nos enfants, de notre famille, etc. Mais la question est, le fait qu'il y ait des êtres humains conscients et pensants sur la 3e planète d'un système solaire au milieu d'une galaxie, est-ce que ça a un sens ou c'est complètement aléatoire? C'est issu de, je dirais, de processus aveugles de la matière qui ont créé de la vie et de l'intelligence. Pourquoi cette question est fondamentale? Parce qu'on ne voit plus du tout le monde de la même façon. Si on pense que notre existence s'inscrit dans un grand projet cosmique, dans un grand programme, dans quelque chose, ou si on pense que, comme je disais, on est juste un épiphénomène qui est appelé à disparaître et qui n'a pas de signification. Donc ça, je pense que déjà, pour trouver du sens, alors on peut trouver du sens en étant bien sûr athée et agnostique, il y a plein de gens sur Terre qui le sont, mais je pense que pour trouver du sens à notre vie, il faut déjà essayer de réfléchir sur est-ce qu'il y a du sens à notre existence, le fait qu'on existe, qu'on soit là, des êtres humains conscients, est-ce que ça a du sens? Et bien sûr, pour cela, il faut aborder les questions scientifiques, il faut aborder les questions de fond, d'astrophysique, de biologie, etc. Et c'est ce que nous faisons, entre autres, avec le Centre Sciences et Quête de Sens à l'UM6P. Et c'est aussi des thématiques qui vont être posées lors de ce troisième colloque international de Mengré. Mais en même temps, est-ce qu'on doit considérer, Jean Stone, que on n'a plus forcément le temps de donner du sens au sens à sa propre vie? Il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements aujourd'hui. Tout est bouleversé. Alors maintenant, oui, pour donner du sens, je dirais, aux questions sociales dont vous êtes en train de me parler, c'est-à-dire, il y a aussi une façon de donner du sens à ça, c'est de voir que nous sommes, on l'avait déjà dit lors de notre première rencontre, nous sommes dans justement une grande mutation, un changement civilisationnel qui nous permet de passer du monde, si vous voulez, industriel, au monde numérique, à l'intelligence artificielle, etc. En gros, le changement est aussi important, si vous voulez, que le changement qui a permis de passer du monde agraire au monde des chemins de fer, des voitures, des avions, de l'électricité, etc. Ce qui est un changement mais absolument colossal. On n'imagine pas ce que pouvait être la vie des gens, si vous voulez, qui n'avaient aucune des facilités modernes que nous avons. Et donc ça, nous aujourd'hui, c'est un changement aussi fort depuis 20-25 ans avec les réseaux sociaux et Internet, et maintenant l'intelligence artificielle, vers un autre monde. Et quand on change de civilisation, quand on change de monde, eh bien, il y a toujours des tensions, il y a toujours des guerres, il y a toujours des problèmes. Et ça, c'est une façon aussi de donner du sens à ce chaos, c'est de dire, écoutez, voilà, le problème, c'est que nous sommes en train de franchir une étape vers une autre civilisation, et forcément, ça peut pas se passer dans le calme et dans la paix, ça ne peut se passer que dans le chaos, mais si tout va bien, on va vers un monde drôlement meilleur, mais on y va en chaotant. Est-ce que ça veut dire, Jean Stone, qu'en fait, la séquence que nous vivons aujourd'hui, on le voit de manière accélérée d'ailleurs depuis le Covid. La guerre en Ukraine a redéfini un petit peu
un peu le paysage mondial également, l'apparition aussi de nouvelles formes de sens également, que ce soit dans la gouvernance politique ou autre, et que du coup, les populations se retrouvent aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations et peu de réponses, ou quelques embryons d'éléments de réponse. Et vous dites-vous, mais ça, cette séquence-là, en fait, c'est que l'expression, entre guillemets, d'un basculement d'un monde à un autre, et que du coup, c'est comme on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, et que ce passage est un passage obligé. Oui, vous avez raison de mentionner aussi le Covid et le fait que 4 milliards de personnes aient été confinées chez elles sur Terre, parce que les épidémies, on connaissait. Mais le confinement de 4 milliards de personnes, c'est unique. La guerre en Ukraine et ensuite la guerre à Gaza, qui ont fait 2 grands chocs, et Donald Trump, évidemment. Et donc, voyez-vous que ça, ce ne sont pour moi que les symptômes d'un monde de plus en plus complexe, où les choses sont de plus en plus instables. Et ce monde est de plus en plus complexe et de plus en plus instable parce que, justement, comme je disais, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, vous l'avez très bien dit vous-même, on a un changement de civilisation en cours. Et vous savez, il y a des gens qui avaient peur, qui cassaient les machines à vapeur dans les années 1800 en Angleterre en disant que ça allait prendre leurs emplois. Je prédis qu'il va y avoir des gens qui vont brûler, ça a déjà été fait, les taxis sans chauffeur à San Francisco et casser les serveurs d'intelligence artificielle de Google. Parce que ça, voilà, on est dans ce monde-là. On est dans un monde où il y a des milliers et des millions de gens qui vont perdre leur emploi et des milliers d'autres qui vont en trouver. Imaginez qu'à Paris, il y avait 20 000 porteurs d'eau au fin 19e. Il y avait 100 000 cochers de fiacres et de charrettes à cheval. Il y avait, 5 000 allumeurs de réverbères. Donc, voilà. Tout ça a disparu en une dizaine d'années, voyez-vous. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut pas être plus inquiet que la moyenne. C'est ça, Jean-Claude, qu'il faut dire aujourd'hui. J'essaie de donner une réassurance aux gens en disant, écoutez, certes c'est un chaos, certes c'est imprédictible, mais il y a une ligne globale qui est celle d'un changement de civilisation. Et si on ne fait pas de bêtises, je pense que pour moi, je dis en plaisantant que je suis parfois plus optimiste pour le Maroc que certains de mes amis marocains. Le Maroc, avec sa jeunesse et sa volonté de progresser, fait partie pour moi des pays. C'est une mini-Chine pour moi, le Maroc, avec les handicaps et les inconvénients qu'a la Chine aussi. Mais c'est une mini-Chine et ça peut vraiment se développer. Et donc, on a beaucoup de potentialité aujourd'hui parce que la connaissance, le savoir, grâce à Internet, est à la portée de tous. Avant, il était réservé aux riches, aux gens qui pouvaient être boursiers à Harvard, etc. Vous voyez. Donc ça peut aussi influencer beaucoup des civilisations et des pays pour se développer. Aujourd'hui, le savoir se retrouve à la portée de beaucoup plus de gens qu'avant. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une des bonnes nouvelles parmi beaucoup d'autres. C'est l'accès au savoir ou la capacité de bien user et utiliser le savoir? Parce que c'est deux choses différentes. Cette révolution Internet et autres, aujourd'hui avec l'accélération de l'IA, et notamment l'IA générative d'ailleurs, tout à fait, vis-à-vis du savoir, est-ce qu'effectivement on doit considérer que c'est l'accès qui est simple et facile, ou c'est au contraire le véritable enjeu? C'est la compréhension du savoir. Le véritable enjeu, c'est de savoir trier l'information. C'est pour ça que je dis que les profs de demain, les bons profs en tout cas, seront des coachs qui vont coacher les élèves. Ça existe déjà dans des écoles comme l'école qu'on appelle 1337 au Maroc, qui est une école sans professeur, sans diplôme, sans programme, et où les ex-profs sont en fait des coachs, voyez-vous. C'est dans l'écosystème de l'UM6P, il y a des écoles qu'on appelle 1337, et ça, c'est inspiré de l'école 42 Xavier Niel en France, et pour moi, c'est une voie très intéressante. Je dis pas qu'on doit tous faire comme ça, mais c'est une voie très intéressante à étudier. Et effectivement, ça aussi, ça peut donner du sens dans ce monde-là, parce qu'il faut savoir trier l'info. Aujourd'hui, l'accès à l'info n'est plus un problème, c'est sa digestion qui est le problème. Digestion et compréhension. Absolument. Par rapport à celles et ceux qui nourrissent des craintes, de l'angoisse, par rapport à ces incertitudes, des formes aussi d'injustice, et quand effectivement ils écoutent Jean Stondt qui leur dit mais c'est normal parce qu'en fait on est en train de changer de civilisation et de changer de monde, mais certains pourraient considérer qu'effectivement mais c'est quel sens aussi va être donné dans ce changement futur de civilisation? Je crois que oui, une des choses, si vous voulez, c'est que le monde de demain est ouvert à beaucoup plus de gens qu'on l'imagine. Je prends l'exemple du Maroc où il y a une jeunesse qui a plein d'idées pour se développer. Maintenant, je suis pas un bisounours. Je dis qu'il y a plein de gens qui vont rester sur le côté de la route, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de gens qui vont réussir qu'on ne l'imagine. Et la différence va se faire non pas entre les gens diplômés et les gens pas diplômés, parce qu'aujourd'hui des gens non diplômés peuvent réussir très bien dans ce monde-là. Elle va se faire entre les gens qui vont rester
rester passifs, si vous voulez, et les gens qui vont, si j'ose dire, se botter les fesses à eux-mêmes pour progresser dans ce monde-là. Je donne l'exemple souvent de gens, si vous voulez, qui sont dans des situations qui étaient des sans-papiers, etc., aux États-Unis, et qui ont trouvé la façon de faire connaître leur travail, par exemple pour faire des drones, et qui sont maintenant chefs d'entreprise, etc., parce qu'aujourd'hui, il y a un autre argument qui est le financement participatif. Vous pouvez proposer un produit, et ce produit, si les gens l'achètent, le préachètent, vous avez l'argent pour le fabriquer. C'est incroyable, parce que vous avez deux grandes barrières dans l'histoire humaine qui ont toujours freiné l'homme, c'est l'accès au savoir et l'accès à l'argent. Aujourd'hui, pour faire simple, ceux qui se bottent les fesses, pas tout le monde évidemment, mais même des gens qui n'ont aucune formation, qui peuvent être SDF, eh ben, s'ils se bottent les fesses et s'ils ont conscience des potentialités, ils peuvent réussir à des choses incroyables parce que le savoir et l'argent est à la portée de presque tous aujourd'hui. Et ça, c'est incroyable. Le savoir et l'argent, est-ce qu'il y aura toujours la place pour les valeurs? Et ces grandes valeurs dites partagées, parce qu'effectivement aujourd'hui, certains considèrent que il y a cette perte de valeur, c'est une perte de sens. Une perte de sens, c'est une perte de valeur aussi, et que du coup, le savoir et l'argent, c'est important, mais avoir des valeurs et puis d'avoir ces fameuses valeurs cardinales de solidarité, aussi de fraternité, est-ce qu'aujourd'hui elles sont menacées? Je pense que dans un changement de civilisation, les valeurs sont secouées, c'est évident. On va pas se leurrer, les valeurs sont secouées. Maintenant, ce que je vois moi, que ce soit dans les milieux musulmans avec le soufisme et d'autres, ou dans les milieux chrétiens, il y a un retour, si vous voulez, à une quête spirituelle et à une quête spirituelle apaisée. Alors, on va pas se nier qu'il y a aussi des retours à des visions plus fondamentalistes et qui posent problème, évidemment, mais on a aujourd'hui, en fait, moi j'interprète ça comme, si vous voulez, d'un côté, une civilisation moderne qui a été un intermède, et cette civilisation moderne, elle est plus ou moins matérialiste. Il y a des gens qui la rejettent pour revenir en arrière vers une vision passéiste et fermée en quelque sorte de la tradition, de la spiritualité, de la religion. Et il y a des gens dans toutes les traditions, toutes les religions, qui vont au contraire en avant et qui retrouvent le sens, qui retrouvent une tradition, qui retrouvent quelque chose, mais de façon ouverte et apaisée. Et je crois que le vrai débat par rapport à l'action des valeurs que vous posez là, il va être justement, de toute façon, je vais être très provoquant. Je ne crois pas à la laïcité à la française. Je ne crois pas à l'avenir de la laïcité parce que le monde a besoin de sens. Le monde a besoin de valeurs, si vous voulez. Mais il y a deux façons d'aborder les valeurs. Il y en a une bonne et une mauvaise pour caricaturer. Il y en a une qui est un retour passéiste vers l'arrière. Et il y en a une qui est au contraire une acceptation, tout en ayant sa spécificité, de la différence, du dialogue avec l'autre dans un monde mondialisé où on ne peut plus s'ignorer et on ne peut pas vivre cloisonné avec chacun, sa certitude dans son coin. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant que le monde de demain va permettre. Et donc je pense que il y aura à terme de nouvelles valeurs qui permettront aux hommes de coexister, mais je ne cache pas que il y aura des tensions à l'intérieur des civilisations et entre les civilisations dans cette transition. Ça me paraît logique. Mais en même temps, quand vous parlez de nouvelles valeurs, quel type de nouvelles valeurs pourrait apparaître selon vous quand on se dit ces valeurs de solidarité, par exemple de fraternité? Ça, c'est des valeurs de solidarité, de fraternité sont déjà anciennes, mais justement, on peut trouver de nouvelles valeurs. Par exemple, comment réinventer la solidarité et la fraternité à l'âge numérique? Ça, c'est une vraie question. Comment réinventer justement le sens à l'âge numérique? Mais surtout, pour moi, la valeur dont je viens de parler, qui me paraît la plus importante, c'est qu'avant, on vivait tous en silo, c'est-à-dire que on était des chrétiens en Occident, des musulmans ici, etc. Et maintenant, tout est mélangé. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à trouver des valeurs de cohabitation, si vous voulez, et des valeurs où chacun comprend, en gardant sa part de vérité, en comprend aussi un peu celle de l'autre, voyez-vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est, à mon avis, multiplié par 1000, pas seulement par la mondialisation, mais justement par l'Internet, par tout ça, parce que aujourd'hui, ça permet un brassage des interactions beaucoup plus fortes. Quand on prend comme indicateur l'indicateur démographique, on dit qu'effectivement, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, anticiper ce qui va se passer demain, il faut prendre en considération la dimension démographique. On sera de plus en plus nombreux, c'est plus de 10 milliards d'individus à l'horizon 2040-2050, avec un continent, celui d'Afrique, qui va connaître la plus forte pression
Et démographique par rapport à ce que vous dites là, c'est quoi? C'est l'effet mécanique et l'effet le changement d'échelle humaine, en fait, d'être plus nombreux, qui va faire en sorte, qui va accélérer un peu le sens de l'histoire et de ce mélange entre pour une cohabitation qui soit la plus pacifiée possible. Oui, je pense que c'est surtout les déséquilibres de population qui pourront poser des problèmes parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la décroissance de la population qui est une menace pour, je dirais, une bonne moitié des pays de la planète. Même en Chine, ils sont inquiets de la décroissance de la population, eux qui ont tellement fait campagne pour l'enfant unique. Donc il va y avoir des croissances d'un côté, des décroissances de l'autre, ça ne va pas aider à la stabilité, c'est clair. C'est pour ça que je dis que il faut trouver de nouveaux formes de vivre ensemble, certainement. Forme de vivre ensemble, effectivement, dépeuplement prévu, en tout cas programmé en Chine, mais en tout cas un repeuplement, une croissance forte du voisin, côté du voisin indien, oui, l'Inde qui monte en charge et monte en puissance. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut avoir une ouverture beaucoup plus large quand on est au Maroc, on est à Rabat, plus précisément aujourd'hui, et de se dire effectivement, ce grand continent qui est l'Asie, peut-être... il y aura une espèce de rapprochement géographique, culturel, humain qui va se faire là avec des centres de gravité qui vont bouger? Moi, je crois plutôt. Alors, bien sûr qu'il y a, dans notre colloque, il y a monsieur Chandra Nair qui vient de Hong Kong et qui est spécialiste de l'étude du basculement vers l'Asie. Donc, effectivement, il va y avoir un basculement vers l'Asie. Tout le monde le voit bien déjà maintenant. Mais si on reste ici à Rabat, je pense que le Maroc a un rôle très important à jouer, une espèce, j'allais dire, l'équivalent des Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire d'être en quelque sorte le hub entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et comme justement Dubaï et les Émirats se sont imposés comme étant un hub entre l'Europe et l'Asie, voyez-vous. Et donc ça, il y a une vraie carte à jouer pour le Maroc en termes géopolitiques. Pour le Maroc et l'Afrique, est-ce que le plus simple, alors c'est intéressant, des intellectuels comme vous considèrent qu'il vaut mieux prendre le chemin le plus court, il ne prend pas l'ascenseur, et de se connecter directement à l'Asie, sans forcément passer par l'Europe. Donc c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, c'est peut-être revenir aussi à une certaine époque où on partait en conquête avec des sur mer en bateau, et de se dire, voilà, aussi c'est l'Asie, il y a cette proximité aussi géographique. Oui, c'est un peu plus long avec l'Asie qu'avec l'Europe. Les Chinois sont déjà présents évidemment ici dans la région, là énormément, mais encore une fois, la force du Maroc, c'est ce qu'elle peut apporter, à l'Afrique, à mon avis, parce que les Chinois, je dis pas qu'ils vont vous bouffer, mais presque, parce que les Chines, c'est pas vraiment un partenaire, si vous voulez, où vous pouvez vous développer et traiter d'égal à égal. C'est intéressant, j'entends, parce qu'en fait aujourd'hui, se dire, quand on veut démultiplier son commerce extérieur, ses échanges commerciaux, il y a aussi ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a le prisme en matière de valeur. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, il y a toute une réflexion de fond, d'ailleurs, au niveau de l'Europe aujourd'hui, qui est en train de se rapprocher progressivement, en tout cas tenter de se rapprocher progressivement de l'Inde, pour sortir un peu de l'emprise américaine, mais il y a se dire, est-ce qu'aussi on a les mêmes valeurs à partager avec ces populations-là? Est-ce que pour un pays comme le Maroc également, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu, j'ai envie de dire, social et surtout sociétal sur les valeurs partagées. Mon conseil serait de développer, si je peux donner un conseil, mon conseil serait de travailler au développement justement du soft power marocain sur l'Afrique pour se présenter face aux Chinois comme étant une tête de pont. Vous voyez que les Chinois, par exemple, ont fait rentrer l'Afrique du Sud dans les BRICS, par exemple, parce qu'ils voulaient représenter l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont pensé à qui? Ils n'ont pas pensé au Maroc, ils ont pensé à l'Afrique du Sud. Je pense que le Maroc a des arguments et que donc, puisque vous parlez des Chinois ou les hindous, il faut se présenter à eux un jour en disant, pas en le disant, mais en montrant, attends, on est les leaders de l'Afrique, et donc c'est par nous le point d'entrée en Afrique. Voilà. Si vous voulez parler avec l'Asie, je pense qu'il faut se présenter déjà en leader de l'Afrique, et donc pour ça, il faut déjà l'être. Quand on se rapproche effectivement de l'Asie ou qu'on a l'ambition de le faire, est-ce qu'il faut aussi se dire, est-ce qu'on est prêt à épouser ces valeurs, les valeurs qu'il y a dans ces pays, des pays asiatiques, que ce soit la Chine ou l'Inde, parce qu'il y a toute une réflexion de fond. Les Chinois sont très cool là-dessus. Ils sont tout à fait prêts à discuter et à travailler avec des gens qui ne partagent pas leurs mêmes valeurs. C'est ce qu'ils disent. Ils ne sont pas, c'est pas comme les Occidentaux qui vous disent consensus de Washington, démocratie et libre-échange pour tout le monde. Non, les Chinois sont pas sur ça. C'est pas, il y a pas de problème. Simplement, je disais attention, la Chine, l'Inde, c'est gigantesque, c'est très gros. C'est effectivement le point de bascule vers eux. Donc pour le Maroc, c'est vraiment, comme je dis, l'idée de se présenter
quand il y aura mais c'est déjà en partie le cas, mais quand il y aura tout ce que le Maroc prépare et l'infrastructure et de ce développement, se présenter comme étant la tête de l'Afrique en quelque sorte. Tête de gondole. On parle beaucoup de souveraineté et de démocratie, une fois de plus, depuis post-Covid, et surtout le déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous avez fait référence effectivement à ce conflit israélo-palestinien, ce 7 octobre, et également, et puis tout ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu au niveau du nord de l'Europe, qui intéresse fortement Donald Trump. Oui, bien sûr. Voilà, au niveau du Groenland. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, et puis derrière, dessous, c'est aussi une bataille de valeurs. Qui dit souveraineté, qui dit modèle démocratique aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, Jean Stone, à ce qu'il y ait ces enjeux de souveraineté en matière de valeurs et de démocratie, en matière d'applicabilité des valeurs? Est-ce que tout ça va aussi beaucoup bouger, et qu'on est en train de voir déjà qu'on est sur les espèces de sable mouvant? Tout ça est relié à ce que je disais, c'est-à-dire que quand on change de civilisation, quand on change d'époque, il y a forcément une remise en cause de choses qui étaient stables, de valeurs, etc. Vous voyez, c'est, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais la Révolution française, c'était essentiellement des bourgeois et des marchands qui ne supportaient pas d'être dominés depuis des centaines d'années par les nobles. Tant qu'il n'y avait pas de pouvoir économique des marchands et des bourgeois, c'était acceptable. Et là, ils ont fait la révolution en disant c'est nous qui avons le vrai pouvoir, et nous sommes. Vous voyez, donc là, c'est un peu la même chose. Quand il y a des pays qui vont prendre le devant, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles. Quand des nouveaux pays vont émerger, par exemple, vous savez bien qu'il y a une tentative de la Chine, d'autres pour de dépasser le leadership occidental. Et ça fait quoi? Eh ben, ça génère des réactions, Trump et compagnie, ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, c'est bien connu, c'est quand Athènes a vu monter Sparte, ils supportaient pas qu'une autre puissance prenne le lead sur les civilisations, sur les cités grecques. Eh bien, aujourd'hui, le risque, c'est ça, c'est que effectivement, le raidissement des Américains, et pas seulement de Trump, est dû au fait qu'ils se disent qu'ils sont en train de perdre le leadership mondial. Donc, il y a un raidissement. Et tout ça, c'est lié à ce changement de civilisation dont nous parlons depuis tout à l'heure. Changement de civilisation, est-ce que ça va être le fil rouge de ce 3e colloque international qui va se dérouler à Ben Grir, UM6P, campus universitaire, à partir de vendredi? Oui, absolument. Le 6 et le 7 février 2025. Tout à fait. 26. Alors, 26. Donc, tout ça pour dire que oui, dans le sens que la chance que j'ai au Maroc, c'est de pouvoir traiter les questions de façon vraiment transversale. En France, on traiterait les questions d'entreprise en semaine et les questions de spiritualité le week-end. Là, nous faisons les deux en même temps. Avec le Centre Sciences et Quêtes de Sens, par exemple, l'année dernière, on a pris la conscience. Qu'est-ce que la conscience au plan neurologique et spirituel? Et après, on parlait, y a-t-il des entreprises conscientes? Y a-t-il un capitalisme conscient, voyez-vous? Et là, c'est la même chose. Le sujet, c'est l'évolution de l'univers et de la vie a-t-elle un sens? Quel est le sens qu'on peut donner à l'évolution de l'univers et de la vie? On va commencer avec un prix Nobel de physique, John Matter, qui est le directeur à la NASA du projet de télescope spatial. Donc, évidemment, c'est mieux placé pour nous parler de l'évolution de l'univers. On va avoir d'autres astrophysiciens qui vont parler ensuite, et après on va avoir de grands scientifiques qui vont venir d'Australie, d'Angleterre, des États-Unis pour nous parler de l'évolution de la vie dans une vision non darwinienne. L'un d'entre eux vient d'écrire un livre qui s'appelle Darwin en crise, pour montrer qu'il n'y a pas que le darwinisme, l'idée du hasard, de la sélection naturelle. Je vous parlais de valeurs tout à l'heure. Notre civilisation est beaucoup influencée par le struggle for life, la lutte pour la vie, et l'idée que tout ce qui réussit, tout ce qui est positif vient d'une espèce de processus de lutte pour la vie. Ben non, il faut déconstruire ce genre de choses, il faut déconstruire scientifiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, le samedi, on aura 2 grandes tables rondes, avec des gens comme Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, mais avec aussi le secrétaire général du Club de Rome, avec un certain nombre de personnalités marocaines aussi, et avec ce Chandra Nair dont je parlais, pour nous parler de l'évolution de la société. A-t-elle un sens? Et peut-on trouver un sens à l'évolution de la société? Et peut-on trouver un sens à l'évolution de l'homme et de la femme dans l'entreprise? C'est 2 sujets que l'on va traiter. Donc, on part en gros du Big Bang pour arriver à l'homme dans l'entreprise. Du Big Bang à l'homme, c'est l'intitulé. Voilà, du Big Bang à l'homme. Et donc, on va traverser tous ces domaines de façon interdisciplinaire. Et c'est ce que j'aime vraiment pouvoir faire au Maroc, puisqu'à Paris, j'ai créé une université interdisciplinaire, mais c'est une association de la 1901, un truc c'est ce qu'on appelle les universités populaires de cours du soir. Au Maroc, on peut trouver de grandes universités qui sont ouvertes à ce dialogue transdisciplinaire, et c'est formidable. Donc ça fait qu'on en étant partie prenante de cet événement, ce colloque international de Ben Grir, on sera plus habilité, plus à même de
comprendre le monde tel qu'il se déroule sous forme de pellicule sous nos yeux? Oui, de comprendre les deux choses du sens dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'on fait un podcast 7e sens. Le sens de notre existence, c'est-à-dire pourquoi on est là, comment on est arrivé là, pourquoi nous inscrivons dans un processus qui n'est pas du hasard aveugle, et aussi ce sens, le sens à donner qui, lui, dépend de nous, donné à notre évolution de civilisation et à l'évolution de notre vie économique et sociale dans l'entreprise. Voilà le genre de choses que l'on va traiter. C'est déjà le 3e colloque, donc je peux dire que les gens qui ont participé aux 2 premiers ont dit que c'était une véritable retraite, pas spirituelle, mais presque, de venir passer comme ça plus d'une journée et demie à Ben Guérir. Si vous faites donc l'évolution de l'univers et de Big Bang à l'homme, Centre Sciences et Quête de Sens, UM6P ABS, vous trouverez certainement le lien d'inscription pour vous inscrire. Il y a encore des places. Il y a la possibilité de suivre en distanciel? Absolument pas. On ne fait pas de possibilité de le suivre à distance. On veut que les gens viennent justement physiquement à Ben Guérir, parce que comme je disais, c'est une expérience d'être là. Et contrairement à des colloques qui seraient à Rabat ou à Casa, où les gens viendraient 3 heures, 4 heures, repartiraient chez eux, les gens font des déplacements et ils sont là, j'allais dire, pour la totalité de la journée. Je crois savoir que la 2e édition, c'est plus de 1000 personnes qui étaient présentes, qui ont pris part aux travaux on avait 1000 personnes. Là, on a plus de 2000 inscrits à 5 jours d'événement. Donc, on devrait peut-être avoir encore plus. Inch'Allah, on verra bien. Donc, en tout cas, le prix Nobel de physique, John Matter, oui, sera présent. Il est arrivé, il est déjà à l'hôtel. Il est arrivé ce matin de Washington. Nous avons également Denis Alexander, qui est professeur à Cambridge, biologiste, et qui a créé un institut de réflexion sur justement sciences et spiritualité à l'université de Cambridge. Nous avons le professeur Michael Denton, qui arrive tout à l'heure d'Australie. Donc, vous voyez, on a du très beau monde, en plus de personnalités marocaines qui ont découvert les plus anciens fossiles au Maroc, par exemple, qui seront présents également pour discuter avec scientifiques étrangers. Donc c'est important aussi de convier à ces travaux de réflexion et de philosophie celles et ceux qui ont trouvé les premiers fossiles marocains. Tout à fait. Ça permet de retracer un peu l'histoire. On a pas mal de scientifiques marocains, des jeunes également, comme et des personnes plus expérimentées qui travaillent sur les météorites, comme Asna Chenaoui, etc. On a tout ça dans le programme que vous pouvez trouver donc en cherchant le centre Sciences et Quête de Sens et le colloque donc UM6P ABS, l'évolution de l'univers jusqu'à l'homme. Et de la vie pour mieux comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il pourrait se dérouler demain. La grande mutation, pourquoi votre futur sera extraordinaire. Est-ce que Johnston est convaincu que notre futur collectif commun sera meilleur que celui d'aujourd'hui? Sauf si on se suicide par une guerre thermonucléaire globale, parce qu'une connerie est toujours possible. C'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la même situation qu'au moment où on a commencé à inventer la machine à vapeur, l'électricité, etc., etc. Ça a été un crash terrible. Il y a des tas de gens qui ont perdu leur emploi, je le disais tout à l'heure, mais ça a été aussi des opportunités pour vivre 1000 fois mieux. Et je suis persuadé que dans ce monde qui ne fait que commencer de numérique, d'intelligence artificielle, etc., il y a des risques très importants. Il y a des dérives très importantes. On va discuter au colloque de Ben Guérir du mauvais usage de l'intelligence artificielle avec mon ami Karim Amor qui a écrit un livre là-dessus, chef d'entreprise marocain, qui a écrit un livre naissant sur ce sujet. Voilà, donc on a plein de sujets comme ça, mais je pense que potentiellement, si on ne se suicide pas et si on n'est pas trop idiot, le monde potentiellement sera aussi extraordinaire que le monde d'aujourd'hui peut l'être par rapport au monde des années 1830. Merci infiniment Johnston. Donc je rappelle, troisième colloque international à Ben Guérir, UM6P, campus universitaire, les 6 et les 7 février, c'est-à-dire vendredi et samedi de cette semaine, en fin de semaine, avec comme thème et comme fil rouge ou comme l'évolution de l'univers du Big Bang jusqu'à l'homme. Et vous pouvez chercher le lien d'inscription sur Internet. Voilà, sur le site, sur UM6P à ABS, Africa Business School. Voilà. Et tout a été dit. Absolument. Et débattu dans ce format 7e sens. Merci infiniment à vous. Merci Johnston, et à très bientôt. À très bientôt. 7e sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.